Aussi nombreux, vous avez réussi à braver les contrôles de sécurité, l'attente pour rentrer dans l'immeuble, et ensuite les 3 étages à escalader par les escaliers. Donc merci beaucoup d'avoir pu venir jusqu'à nous. Je veux dire jusqu'à nous pour une des rencontres importantes de ce festival, une rencontre pour montrer 2 des auteurs du comics, l'un des plus populaires de ce début de siècle, l'un des plus importants, aussi bien de par son succès public que de son succès critique. J'ai nommé évidemment Saga, qui est publié en France chez Urban Comics, et donc 4 tomes ont été parus jusqu'ici. Pour parler de Saga, donc on va en décrypter, on va en parler en long et en large, donc, mais peut-être pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir l'album, on peut rappeler que c'est l'histoire, on va dire en gros, de 2 amants qui viennent de planètes extraterrestres, qui sont en guerre, et donc des amants un peu maudits, qui vont tomber amoureux, avoir un enfant et essayer de lutter pour survivre et pour protéger leur enfant. Pour discuter donc de cette série, j'ai à mes côtés les 2 auteurs. Tout d'abord, complètement à ma gauche, Brian K. Vaughan, qui est un auteur américain déjà acclamé pour son travail chez Marvel, chez DC Comics, auteur notamment de Y, le dernier homme, de Ultimate X-Men, et qui a aussi participé au scénario de la série Lost. Et vous êtes depuis 2012 donc le scénariste de Saga, cette bande dessinée. Vous êtes le scénariste, et à votre droite, nous avons évidemment la dessinatrice Fiona Staples. Fiona Staples, vous venez pas d'une autre planète que Brian, mais vous venez d'un autre pays, le Canada. Et donc vous êtes notamment auteur de North 40, de Mystery Society, avant de vous lancer en 2012 avec Brian dans l'aventure Saga. Écoutez, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est la question que tout le monde se pose généralement. Comment a commencé cette aventure Saga? Qui de vous deux a eu la première idée de cette série, et comment tout cela s'est lancé? Merci à vous tous d'être venus. Je suis désolé parce que mon français est totalement zéro, donc mon anglais est moins affreux, donc je parle en anglais. Alors, l'idée de Saga est venue après le fait de devenir père, et je parle de choses qui me font peur et tout ça, et avoir des enfants, ça m'a fait peur. Et rien n'est plus ennuyeux que des histoires sur les enfants des autres. Donc, je me suis dit que si j'allais parler de la parentalité, de la paternité, il fallait que je glisse ces idées dans un package plus intéressant. Donc, l'idée d'avoir une space opéra épique, ce serait beaucoup mieux ce serait plus intéressant pour des gens qui n'ont pas d'enfants. Et je me suis dit que ce serait un livre où tout serait possible, et j'avais besoin d'un artiste qui pourrait dépeindre tout. Et j'ai demandé à un ami qui m'a dit, ça c'est Fiona Staples, c'est la seule personne capable de faire ça. Donc je suis allé la voir. Et le micro ne marche pas? Le micro ne marche pas. Donc je n'entends pas, excusez-moi. Est-ce que vous êtes rencontrés avant de commencer à écrire Saga? Comment est-ce que la rencontre s'est passée? Est-ce que c'était une rencontre artistique avant que ce soit une rencontre personnelle? On ne s'est pas rencontrés avant d'annoncer le livre à San Diego Comic-Con. Donc on en a parlé de nos intérêts, on a parlé au téléphone, et j'ai envoyé la Bible à Fiona, elle m'a envoyé des idées, mais on s'est rencontrés à San Diego. Vous connaissiez le travail de l'un et de l'autre? Fiona, vous connaissiez le travail de Brian avant de vous lancer dans ce projet? Oui, j'étais fan de Brian. J'avais lu Why the Last Man, c'est une série que j'aime bien. Pride of Baghdad aussi. Donc c'était quelqu'un avec qui je voulais travailler. Et donc quand j'ai entendu le téléphone sonner comme ça, c'était lui. Voilà, plouf, c'était génial. Il y a une particularité qu'il faut préciser, c'est qu'aux États-Unis, vous êtes publié chez Image Comics,
qui est une maison d'édition un peu à part dans le paysage éditorial américain, qui n'est pas une grosse structure comme DC Comics ou comme Marvel, qui est quand même le 4e éditeur, il me semble, de comics aux États-Unis, et qui surtout, depuis son lancement, a permis aux auteurs de garder le copyright sur leurs œuvres. Est-ce que ça a été déjà quelque chose qui a changé votre façon d'approcher votre travail dans Saga? Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait de publier chez Image Comics après votre expérience chez Marvel et chez DC notamment? Oui, j'avais travaillé à Vertigo depuis longtemps, c'est une super société. Mais il y a toujours des limites en fait quand on travaille pour une société qui appartient à Warner. Donc, j'avais arrêté la télé et le cinéma et je me suis dit que si je voulais faire des comics, il me faudrait un endroit où il n'y aurait jamais de compromis. Pas d'ingérence éditoriale, artistique et Image, en fait, c'est la seule boîte où nous, on est totalement propriétaires de notre travail et on contrôle tout. Le coût du livre, le logo, le papier qu'on utilise, et je voulais contrôler. Et ils ont été incroyables. Et être propriétaire aussi, ça vous aide énormément. Si on travaille pour une autre société, sachant qu'ils vont faire des profits de ce que vous avez créé vous, là, bon, voilà, vous faites quelque chose pour la société, pour la boîte. Là, les conceptions et tout, c'est lié à eux. On ne fait pas le livre de ses rêves. Alors que si on travaille pour soi-même, on peut tout faire qu'on a voulu faire. On ne se retient pas. Et on a le bénéfice de ses erreurs, etc. Est-ce que ça vous a effrayé quand vous avez commencé aussi? Parce que justement, quand on travaille chez Marvel ou chez DC, on sait qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont là pour vous aider, parfois pour aller un peu à l'encontre de ce que vous voulez faire, mais qui en tout cas vont pas vous laisser tomber. Est-ce que le fait de travailler, d'avoir davantage de se comporter comme seul auteur d'une série, est-ce qu'au début c'était inquiétant pour vous? Un petit peu au début, oui, mais c'était libérateur aussi, parce que à Marvel, à DC, il y a cette infrastructure des éditeurs associés, des éditeurs de la publicité, du marketing, et on commence à en dépendre. Mais c'était bien de voir qu'on n'a pas besoin de beaucoup de gens pour faire une BD. Il faut l'auteur, l'artiste, et parfois c'est la même personne, et c'est tout. Surtout dans l'âge numérique, on peut tout mettre en ligne. Je ne sais pas comment les fichiers que nous on envoie deviennent quelque chose qui est physique et est envoyé partout dans le monde. Mais l'acte de création, je pense que moins il y a de gens impliqués, mieux ça vaut. Et c'est bien de collaborer directement avec l'auteur. Bon, à Marvel DC, il y avait l'éditeur qui était là comme médiateur, en quelque sorte, comme intermédiaire. Donc l'auteur ne savait pas qui j'étais. Donc parfois, je pouvais parler avec l'auteur pour voir ce qu'il pensait de ce que j'avais fait, s'ils avaient des notes. Mais ce n'était pas toujours le cas. J'ai travaillé sur beaucoup de choses où je n'ai jamais parlé à l'auteur, pas un seul email. Donc c'est bien de travailler avec Brian directement, de faire, de lui texter des questions, tout ça. Mais d'avoir une collaboration beaucoup plus étroite. La nature du travail à Marvel ou DC, c'est tout simplement les auteurs, ils sont là pour faire les gardiens en quelque sorte. Il y a des livres, j'ai jamais parlé aux coloristes avec Stephen Finch. On parle plusieurs fois par mois et c'est génial d'avoir un contact direct à toutes les étapes. Ce n'est pas du travail à la chaîne, tout le monde vraiment investi dans le travail. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que cette liberté vous permet d'aller plus loin dans votre travail créatif, dans un sens où il y a certaines choses que peut-être vous n'auriez pas eu l'audace de réaliser, d'écrire ou de dessiner dans un album qui aurait été publié justement chez Marvel ou chez DC? Est-ce que cette liberté nouvelle vous a permis d'aller plus loin que ce que vous avez pu faire jusqu'ici?
Oui, c'est sûr, on peut faire du contenu que la plupart des autres éditeurs ne voudraient pas. Donc, nous, on est moins de 16 ans, moins de 18 ans, je ne sais pas quoi. Donc, on peut faire plein de choses en termes de violence, sexualité, très visuel. Mais on ne sait pas exactement, mais c'est bien de pouvoir. Je savais qu'il allait s'agir d'une famille, mais je ne voulais pas que ce soit pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose pour tout le monde. La parentalité, c'est bizarre, c'est violent, c'est sexy. Donc je voulais tout ça. Alors nous, en fait, on fait ce qu'on veut. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit le faire. Parfois, on doit faire des monstres avec des testicules géants, mais voilà. Mais il faut que ça marche avec l'histoire. Donc on fait ce qu'on veut, mais des fois, on ne fait pas forcément. Je pense notamment à cette... on voit ici le premier tome, ça c'est le premier tome français, la couverture du premier tome français. On voit un enfant, donc Hazel, qui tète le sein de sa mère. Il me semble que la couverture également de du premier tome aux États-Unis était également cette image de l'enfant qui tète le sein de sa mère. C'est une image assez culottée, ça, par exemple, pour un comics américain. Ouais, pour les comics américains, oui. Peut-être pas ici. Mais vous, vous en foutez? Ça vous gêne, vous? Non, ben c'est bien. Pour nous, c'est bizarre parce que les comics aux États-Unis, il y a des têtes coupées, des moments de violence extraordinaires, et ça peut être dans les livres pour enfants, et quelque chose qui est tout à fait naturel, qui nourrit la vie. Là, il y avait des vendeurs qui ne voulaient pas l'afficher, vous avez des plaintes, et quand il fallait faire l'autre version, donc on ne peut pas vous montrer l'image, mais on a fait quelque chose de beaucoup plus graphique avec Hazel qui est en train de téter. Mais on ne voulait pas quelque chose de choquant. J'ai cherché une réaction émotionnelle, mais de voir la réaction qu'il y a eu. Et bon, quelques personnes étaient très dérangées. Allons maintenant au cœur de l'histoire. C'est présenté un peu comme une espèce de space opéra qui pourrait faire penser à Star Wars, mais est-ce que sous des airs de space opéra, justement, ce n'est pas un récit, au contraire, très intimiste dans Saga? Le point focal, c'est cette famille et leurs relations ensemble, et même les personnages secondaires, les méchants. Il ne s'agit pas de ce qu'ils font, ou de leurs actions, de leur mission, de leur boulot, de la guerre. Non, c'est leur relation entre eux et leur façon d'interagir. Mon film de guerre préféré, c'est Casablanca. Je l'adore. Il n'y a pas de scène de bataille, on ne voit pas des chars d'assaut, mais ça parle de la guerre et ça ne parle pas de la guerre. Mais c'est un portrait intime de gens. Et la guerre, c'est ça. Il y a toujours l'image du panorama, l'image plus large, mais il y a un impact direct sur des individus. Et c'est ça qu'on voulait explorer. Et vous le rappeliez au tout début, l'un des thèmes fondateurs de cette série, c'est la question de la paternité, de la maternité, de la façon dont on doit affronter la naissance, puis l'éducation d'un enfant. C'est le cas pour Alana et Marco, mais c'est également le cas pour d'autres personnages secondaires de la série qui, eux aussi, sont vus notamment à travers le prisme de la paternité. Pourquoi est-ce que c'est une question qui vous intéressait tant? Vous me disiez que c'est lié à votre histoire personnelle, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez pensé que ça pouvait être au cœur même de cette série? I'm a parent, but Fiona is not, and so I didn't want to do a story that was just parent porn, I guess, just for people who happen to have a new baby. Like, oh, I understand this moment. I'm fascinated by creation, and especially working on creator-owned comics. When I was thinking about doing a creator-owned comic, I heard from a lot of people, you don't want to do that right now, stick to a Spider-Man story or a Batman story. People don't want something new right now.
Les gens, ils ne veulent pas quelque chose de nouveau. Quand nous, on allait avoir un enfant, on disait, mais comment tu peux avoir un enfant maintenant? Le monde est en train de s'écrouler. Et c'est un peu la même chose. Les gens ne vous demandent pas d'emmener quelque chose de nouveau dans le monde. Donc je voulais créer quelque chose sur la création, que vous soyez boulanger, menuisier. Nous créons tous. Et il faut un certain courage pour créer, pour faire quelque chose, fabriquer quelque chose de nouveau dans un monde qui ne le souhaite pas forcément. Il y a aussi cette... vous allez me dire, vous allez m'arrêter tout de suite si je m'égare, mais dans le premier tome, on commence par une scène d'accouchement, et où Alana se demande si elle est en train de faire caca ou elle est en train d'accoucher pendant qu'elle pousse. Et je me suis demandé si là encore, il n'y avait pas une idée de création. Quand on crée, on ne sait pas vraiment si on va produire un beau bébé ou si on va produire un gros étron. Est-ce que c'était une idée que vous aviez un peu en tête? Littéralement, on s'est dit, voilà, quand j'ai écrit la Bible que j'ai envoyée à Fiona, je l'ai relue, je me suis dit, est-ce que je viens de me faire caca dessus? C'est pas terrible comme idée. Et c'est Fiona qui l'a eu, j'ai vu ses dessins. Et c'est ça l'art de la création. C'est comme faire un enfant. Il faut 2 personnes pour que ça marche. Eh ben voilà. Elle est en train de créer. Donc, moi, je ne sais pas si j'ai l'impression de faire caca quand ma femme a accouché, mais bon, c'est inspiré quand même. Le fait d'évoquer aussi ces personnages à travers leurs relations amoureuses, leurs relations filiales, leurs relations amicales, est-ce que c'est aussi une façon pour vous d'arriver à les rendre familiers, donc on a plus de facilité à s'identifier à eux, alors même qu'ils portent des cornes et des ailes? Oui, pour moi, je pense que les parents... L'écriture de Brian, c'est vraiment terre à terre. Et les relations entre les personnages sont naturelles pour moi. Même avant de commencer à faire les dessins, j'ai lu les scénarios et j'imaginais les choses immédiatement, tellement c'est réel. Donc moi, je peux les voir en étant des gens. Il y a quelque chose de très humain. J'ai lu quelque part que vous preniez vous-même en photo pour arriver à ensuite dessiner leur visage, pour essayer de capturer les nuances psychologiques aussi de chaque personnage. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai beaucoup de références photos, mais pas avec des modèles, avec moi-même. Donc je prends le webcam dans mon ordinateur pour avoir le bon angle, et puis voilà, je mets, et puis voilà. Et je prends les poses, et je me mets dans le personnage. Et quand on joue les mouvements, bien sûr, il faut des photos références. Je fais des grimaces et tout ça, je prends des pauses. Ça m'aide à voir qui sont les personnages. Je veux les habiter un petit peu comme un acteur d'ailleurs. Et j'espère que ça arrive sur la page. Parce que j'ai quelque chose qui vient purement de mon imaginaire. On revient aux mêmes choses. J'ai quelques habitudes quand je pense aux poses, aux gestes. Mais quand moi je joue devant la caméra, dans l'instant, je fais des choses inattendues. Parfois, ma main, elle fait quelque chose inouï. La tête n'est pas la même. Donc ça donne plus de variété et de réalisme au dessin de Parce que vous aimez beaucoup aussi justement dans la série montrer notamment des visages en gros plan. C'est pas un simple visage, simplement une vision lointaine du corps. C'est véritablement, il y a beaucoup de visages en gros plan qui expriment des choses, qui expriment des sentiments. Et que d'ailleurs, quand les sentiments qui sont exprimés quand Alana exprime de la colère, c'est pas la même chose que quand Marco exprime de la colère. Et les visages ne se ressemblent pas. Donc c'est aussi quelque chose d'arriver à creuser encore davantage les différentes nuances que chaque personnage peut avoir dans l'expression de ses sentiments. Oui, je vois les personnages comme étant des individus. Ils ont des voix différentes, ils ont des personnalités distinctes.
Il y a un personnage qui a une tête fâchée que quelqu'un d'autre. Il y en a un qui va être plus sarcastique, un autre va utiliser des gestes plus larges. Donc j'ai l'impression de les connaître bien. Donc je ne suis pas obligé d'analyser le script parce que je suis familier des personnages, mais je les vois tous comme étant uniques. Parlons de votre En tant écriture, qu'individu. Marianne, parce que toute cette série, on a une écriture qui est très littéraire, moi je trouve, très littéraire, avec l'utilisation de dispositifs littéraires comme la voix off, puisque c'est Hazel, dont on ne sait pas d'ailleurs à quel âge elle a quand elle parle quand elle fait la narration de l'histoire, mais on a une voix off qui est rétrospective, on a des flashbacks, on a des déplacements spatiaux. Comment est-ce que cette forme de narration assez audacieuse s'est imposée à vous ? Depuis que je suis père, en fait, je lis des livres pour enfants. Et c'est gentil de dire que c'est littéraire, mais j'ai l'impression de m'avoir limité quelque part. Mais j'adore la façon dont je peux dire aux enfants qui ne peuvent pas lire les livres, où le texte n'est pas tout simplement accroché à la page avec une machine à écrire, mais c'est merveilleusement écrit à la main et c'est organique, alors que souvent il y a la boîte de captions jaune dans les BD. Donc voilà, j'aime pas. Donc je voulais tout ce que j'aime dans les livres pour enfants et ramener tout ça dans le monde des comics et utiliser ce qui marche si bien pour une histoire pour des adultes pervers. Vous mettez les livres pour enfants parmi vos influences, vous citiez également Casablanca. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui ont véritablement vous ont vraiment influencé et que vous avez essayé, pas de copier, mais en tout cas dont vous sentez qu'elles sont venues irriguer tout le récit qui ensuite est devenu saga? Sure, I mean, it's primarily my real life, I think. Oui, c'est ma vie réelle quelque part, et ma relation avec ma femme et mes enfants. Mais George Lucas aussi, je suis très redevable. Dans ma génération de nerds, je crois qu'il a été critiqué parce qu'on n'aime pas les prequels, mais ce qu'il a fait, c'était extraordinaire. Il a dit, j'adorais la série de Flash Gordon, j'aimais bien des films d'aventure de ma jeunesse. Donc, plutôt que de faire ça, autre chose de faire une histoire de Flash Gordon, je vais prendre les éléments de ce que j'adorais petit et je vais m'y infuser. Ma relation avec mon père, et le pouvoir du studio que je dois lutter contre. Donc, ce n'était pas tout simplement je vais faire ma Star Wars avec mon Luke Skywalker, non. Ce n'était pas une inspiration. De prendre ce que j'ai aimé quand j'étais enfant et de mettre un peu de moi. Fiona, pour vous, est-ce qu'il y a eu des grandes œuvres, que ce soit des œuvres cinématographiques, picturales, qui vous ont inspiré pour créer ce monde graphique de saga? Yeah, Star Wars for me as well, even though I try not to make Star Wars aussi, même si je ne veux pas faire des références évidentes, on veut créer le sentiment épique, de Star Wars. Il y a le réalisme magique, Mythical Rockets. Ça parle de nuances, des personnages plus que réels. Je me posais la question aussi So the question as well, la relation entre the relationship un scénariste et une between a dessinatrice, scriptwriter and an artist, illustrator, is it like two people from different planets? Quand il y avait une bande dessinée qui sortait, c'était comme When un you've got enfant a graphic qui novel coming out, it's like a child. Ah, il n'y a plus de... Est-ce que vous l'avez à nouveau? Donc je me demandais si la relation qui pouvait exister entre une dessinatrice et un scénariste, c'est comme une relation qui peut exister entre deux personnes de planètes différentes qui avaient parfois du mal à communiquer, mais qui a réussi à créer un enfant comme Hazel. Est-ce que Hazel, finalement, c'est aussi la métaphore d'une bande dessinée qui naît de la rencontre entre deux univers?
Yeah, we are kind of from two different planets. Oui, on vient de deux The planètes internet is our différentes et l'Internet, translator ring. c'est notre traducteur en quelque sorte. Yeah, I can't draw to save my life. Moi, je ne peux pas dessiner. Là, je ne peux pas faire ce que fait Fiona. Mais je pense que quand on a donné la première édition, Eric Stevenson, notre éditeur à images, a supposé qu'on était amis depuis très longtemps. On en parle depuis longtemps, de personnes qui ne sont pas rencontrées d'ailleurs. Et donc, on est tellement différents. Et le livre, si ça marche, c'est parce que nous faisons sortir des choses très différentes l'un chez l'autre. Et c'est un mariage très platonique. Je ne sais pas si c'est parce qu'il écrit tellement bien, mais ces scénarios sont tellement faciles à traduire en images, plus que tout autre auteur que j'ai fait. Là, quand je fais les layouts, je vois tout de suite ce qu'il faut. C'est très clair ce qu'il écrit. C'est très simple et c'est facile de lui donner une vie visuelle. Vous parliez tout à l'heure d'une Bible avant de commencer. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette Bible et à quoi ressemblent vos scénarios? Ce sont des scénarios très détaillés. Vous avez déjà un premier layout qui se met en place, que vous envoyez? Comment est-ce que ça fonctionne, votre travail ensemble? La Bible était extrêmement détaillée. J'avais des images très larges de chaque idée. Marco, il a des cornes et une épée. Alana, elle a des ailes et un fusil laser. Mais il faut donner assez d'informations à Fiona, mais aussi lui donner la liberté. Et c'est vrai pour les scripts aussi. Au début, j'écrivais des scripts relativement détaillés, et après, on trouvait un code en quelque sorte, et on se fait confiance. Et moi, je suis de plus en plus feignant, donc je vais écrire beaucoup moins. Et je me dis, bon, je peux prendre du recul, et maintenant, c'est Fiona qui raconte l'histoire. Quand le livre est au meilleur, j'écris au minimum, et ce sont ces images qui parlent. Au début, j'étais inquiète parce que là, ce nouveau monde qu'il fallait dessiner, tout ça. Je me suis dit, comment on peut raconter une histoire dans ce monde avant de construire l'histoire de chaque planète, la biologie des espèces extraterrestres et tout ça. Donc c'était facile. Je vais rendre plus simple parce que en un mois, on n'a pas le temps de faire ça. Donc je voulais les choses pertinentes pour l'histoire, quelque chose de facile à suivre, et on peut mettre en chose des choses pour pour les histoires. Mais le reste, c'est une histoire sombre. Vous avez et on invente au fur et à mesure. Sur les scénarios. Est-ce que vous proposez des choses, des éléments à Brian? Parfois, je vais lui envoyer une créature bizarre que j'ai faite. Mais généralement, je prends le script et je marche avec. Brian n'a pas d'idée avant le script parce que j'ai beaucoup de possibilités. Bon, elle ne dit pas assez combien elle décrit à l'histoire. Et je pense que elle dit ne gâche rien pour moi. Avoir cette émotion qui sera dans la page. Donc je ne dis pas qui va mourir dans l'édition suivante. Et l'histoire a changé tellement. La première fois, nous avons un chercheur de primes avec Lioncat at the Wheel. Et quand je les ai vus, lui, ça allait être un sociopathe monstrueux. Mais dès que j'ai vu la première image, je me suis dit, non, en fait, c'est un petit gamin tout bête, voilà, qui se déguise. Et là, cet animal qu'il adore, et cette vie qu'elle donne au personnage, ça a changé la direction de l'histoire.
Donc, oui, des petites choses comme ça. Ou des grandes choses comme envoyez-moi un personnage pour un petit garçon phoque. Et je dis, est-ce que ça peut exister? Et je me rends compte que c'est vitalement important. En effet, on a l'impression que ce serait très difficile de faire comme ça si vous travaillez encore chez DC Comics ou chez Marvel. Ça ne se passerait pas exactement de la même façon. Fiona, qu'est-ce qui, quand vous avez commencé à imaginer ce monde graphique, quelles sont les images qui sont venues pour vous au départ? Comment est-ce que cette conception s'est effectuée? Tout d'abord, c'était un mélange de différentes choses, un mélange de fantasmes, de science-fiction, de choses très banales, vous savez, de la réalité quotidienne. Des dragons et du Facebook. Et donc, il s'agit de réconcilier tous ces éléments un peu disparates. Et comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres médiums, des jeux vidéo comme Final Fantasy et autres. C'est un mélange de toutes ces influences qui se retrouvent dans ce creuset. Et donc, ma stratégie, c'est simplement de traiter mentalement les choses comme si c'était du normal, indépendamment de toute la fantasmagorie qui peut s'y réfugier. C'est un peu, parfois, d'exagérer. Si je dessine, par exemple, un troll ou un monstre ou un dragon gigantesque. Non, j'essaie de traiter de la même manière comme si c'était tout à fait normal, finalement. Ça fait partie de notre univers. On a quand même le sentiment, quand on lit les livres, que vous prenez quand même un malin plaisir à dessiner des monstres plus hideux les uns que les autres. On parlait du géant à grosses testicules, mais vous avez quand même un vrai plaisir à dessiner des monstres. Oh, ça c'est vrai, j'adore. Moi j'adore dessiner. Alors ça c'est un monstre qui vient de tomber par terre, c'est pas grave. J'adore dessiner des monstres, des choses, des formes biologiques. En revanche, là où je suis pas trop forte, c'est la technologie, les robots, tout ce qui sort de l'ordinateur, ça m'échappe un peu. Oui, mais c'est vrai, j'adore dessiner les monstres. Et une chose intéressante dans le livre, c'est que lorsque j'ai commencé à travailler avec Fiona, on m'a demandé qu'est-ce que vous voudriez voir comme dessin. Et je dis, moi, je ne suis pas tellement dans la technologie, mais si on doit faire un vaisseau spatial, comment vous allez faire ça avec quelqu'un qui déteste la technologie? Et bien, en fait, on fait un livre de fantasmagorie et on veut s'amuser. Donc, pourquoi pas avoir une sorte de vaisseau spatial sous forme d'un arbre plutôt que de rester dans les canons de la science-fiction. Et donc, en fait, c'est plutôt que de voir des gens voyager dans un vaisseau spatial comme on en a vu des milliers de fois, là, on se retrouve un peu déplacé. C'est un peu... alors, est-ce que vous allez partir dessus? Donc, pour le monde informatique, oui, c'est une autre histoire. Alors, est-ce qu'il y a un personnage que vous avez eu, un ou plusieurs personnages que vous avez eu du mal au départ à dessiner? Lequel a été le plus difficile pour vous à apprivoiser? j'ai du mal à penser des personnages particulièrement difficiles. Je pense qu'on a pu les mettre leur donner vie assez simplement, oui. Peut-être, alors attendez. Les robots, effectivement, c'était un peu une difficulté parce qu'ils n'ont pas de visage. Quand on a encore lu la série, il y a une race de robots qui ont une grande télévision à la place des têtes. Yeah, they have TV heads. Oui, ils ont la télé dans la tête, si on peut dire, oui. Donc il faut essayer d'utiliser le langage du corps, la gestuelle pour traduire les émotions. J'ai l'impression que vous avez un petit faible pour le chat mensonge. Vous avez la question? Yeah, Clara,
Clara, qui est la maman de Marco, est très très drôle parce qu'il ne faut pas leur dire, mais ma belle-mère en fait s'y retrouve pas mal en fait. Donc c'est un peu une thérapie pour moi de la coucher sur papier puisque je ne veux pas la coucher sur le canapé, si je peux dire. Fiona, j'ai cru comprendre que vous travaillez aujourd'hui sur une tablette graphique. Vous travaillez sur une tablette graphique. Qu'est-ce que ça change par rapport au dessin traditionnel? En fait, je travaille numériquement déjà depuis 2007, depuis quand j'ai commencé à avoir mon premier boulot. Cintiq, c'est un moniteur tablette, un écran sur lequel vous pouvez travailler directement. Et donc, j'ai commencé là-dessus. L'avantage de travailler numériquement, c'est que vous pouvez modifier au fur et à mesure. Vous pouvez toujours défaire ce que vous avez fait, revenir en arrière. Mais ça a évité de passer par des étapes de crayonnage, croquis, peinture, etc. On peut travailler beaucoup plus librement et ça va beaucoup plus vite que d'avoir à faire les choses deux fois finalement. Alors, et si vous faites des séries mensuelles, c'est aussi possible. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en tout cas. À l'école ou à la fac, on était formés à faire des illustrations en couleur et moi j'aimais pas faire le coloriage, je passais toujours ça à quelqu'un d'autre pour le faire, mais maintenant dans la série beaucoup, notamment vous mettez beaucoup de paysages, il y a une importance vraiment particulière qui est donnée aux paysages, des paysages très colorés notamment. C'est vrai, sur les paysages, on est allé dans différents sites qu'on avait visités, qui étaient très singuliers les uns par rapport aux autres. Et chaque planète a des codes couleurs, des chartes de couleurs très différentes, la forêt aussi. Et je voulais vraiment que le lecteur puisse identifier très rapidement où il se trouvait. Sinon, on pouvait se demander alors où est-ce qu'on était entre ces différentes vies, ces différents personnages, ces différents lieux. C'était un peu source de confusion. Donc j'essayais de donner des chartes de couleurs pour chacun des lieux, des paysages. Ça permet d'aller plus vite dans le dessin. Alors on a peut-être des apprentis dessinateurs dans la salle. Combien de temps, par exemple, est-ce que vous mettez pour une planche en moyenne? Je dirais que ça me prend un mois en moyenne pour un volume total. Enfin, j'ai peut-être un peu moins, un peu plus. Je dirais une page par jour en moyenne. Bon, ça dépend. Un jour, je fais que le crayonnage, l'autre jour, la couleur. Et puis, parfois, on sort un numéro tous les mois et puis après, on va peut-être s'arrêter pendant un certain temps, 2-3 mois. Disait que vous ignorez la suite de l'histoire, Fiona. Est-ce que c'est votre choix de ne pas vouloir savoir ce qui va se passer ensuite, de façon à être encore surprise par l'histoire? Oui, je lis le script de ce sur quoi je travaille. Et si même il m'envoyait le texte pour le numéro suivant, je ne le regarde pas tant que je n'ai pas fini le premier. Parce que je ne veux pas que ça disperse mon attention, ma concentration. Et je ne veux pas, si vous voulez, me projeter dans... sinon, je vais perdre l'intérêt sur ce que je suis en train de faire. Si d'un seul coup on se retrouve avec une fin vraiment abrupte, je préfère rester, si vous voulez, dans le présent de mon travail. Et ça me permet de rester vraiment dedans, excité, passionné. Et de vivre l'histoire comme le lecteur la vit au fur et à mesure aussi. Et donc de faire passer les choses pour qu'ils soient plus en phase. Qu'est-ce qui va être un moment fort d'émotion, par exemple? Si
J'essaie de dessiner vraiment dans l'instant. Des moments où vous avez reçu le script et vous avez dit à Brian, non, ça c'est pas possible, il faut pas que ça se passe comme ça, ou alors je veux savoir si comment ça va vraiment se finir après le cliffhanger parce que c'est trop de suspense pour moi. Parfois, à la fin du numéro 9, je me dis, alors le chat mensonge est parti dans l'espace. Parce que je crois que c'est la seule fois où j'ai dit Fiona. Non, je vais pas laisser tomber, n'aie pas peur, parce qu'elle avait peur que ce soit la fin. Donc, je lui ai dit, il va y avoir une suite. Donc j'essaie de respecter en tout cas ses souhaits. Même si je suis parfois le cœur brisé à la fin d'un épisode, bon, moi j'essaie d'accepter qu'il faut attendre. Ce qui n'est pas si fréquent dans les comics Lego ici, quand les personnages meurent, d'ailleurs ils restent morts. C'est pas des personnages dont on se dit tiens, ils vont forcément réapparaître dans la prochaine édition parce qu'on peut un peu tordre les règles comme on veut. C'est étrange parce que c'était la règle en fait dans la fiction, c'est que quand quelqu'un mourait, chez Shakespeare par exemple, et on ne les revenait pas, bon peut-être pas enfin les fantômes, mais donc je crois que c'est le métier qui nous a formés à l'idée que James Bond ne peut pas mourir si Spider-Man meurt, il va falloir quand même qu'il revienne parce qu'il y a une raison, une justification financière pour ça, et c'est terrible finalement parce que une des raisons pour lesquelles on lit les histoires, c'est pour nous préparer nous-mêmes au pire qui va se passer dans une vie. Et si la mort, c'est ce qu'il y a de pire, eh ben, il faut que ça arrive, et ça va arriver à l'un et à l'autre et à nous aussi. Donc, on voulait faire un livre où la mort était permanente et sans résurrection possible. On paye cash. Et ces personnages, ils sont tellement superbes, ce qu'elle a fait Fiona, et puis on va pas les revoir, et les fans aimeraient qu'on les revoie parce que ils ont pris une vie tellement belle sur le papier. Ben c'est la règle. La fiction n'empêche pas la vraie mort finalement. Oui, parce que ça permet également que si la mort vraiment est importante, ça permet aussi d'être émotionnellement beaucoup plus lié au personnage, puisqu'on sait que ce qui leur arrive vraiment. On discutait tout à l'heure avec Fiona sur le fait que Fiona ne savait pas ce qui allait se passer. Est-ce que vous, Brian, vous savez déjà tout ce qui va se passer dans tous les prochains épisodes? Est-ce que vous avez déjà une idée de l'intégralité des arcs narratifs de l'histoire? J'aime bien commencer une longue série avec la fin en vue. Même si je vais la modifier en cours de travail, j'aime bien avoir un but vers lequel je travaille. La dernière page, la dernière scène, je veux savoir ce que ça va être. Et en fait, c'est l'histoire de Hazel et de ses parents. Mais l'idée, c'est toujours de suivre un enfant de sa naissance et tout au long de sa croissance, son adolescence, etc. Et chaque phase va traverser un certain nombre d'événements majeurs, comme tout chacun. Et on s'est donné la liberté de voir ce qu'on va dire de toute cette histoire. Si les gens ne se lassent pas, eh bien, on espère qu'on va pouvoir faire une histoire aussi longue que possible. Une sorte de guerre et paix de la bande dessinée, si je peux dire. Est-ce que ça veut dire quand même que l'histoire ne peut pas dévier, ou est-ce que vous vous laissez la liberté aussi de un peu la maltraiter et de partir dans des directions un peu imprévues? En fait, c'est une carte, une feuille de route assez détaillée, mais on se donne la liberté de dévier, de prendre une route de traverse, un chemin de traverse à un moment donné, et puis tous les 2 ou 3, 4, 5 kilomètres, on se dit on va y revenir, et il y a des moments où des choses ont changé. Fiona a dessiné un personnage, et on se dit tiens, ça mérite peut-être de développer quelque chose. Mais
Par rapport à l'histoire de départ, j'essaye d'être fidèle et on disait au début de cette rencontre que c'était un récit finalement assez intimiste, mais c'est aussi un récit qui n'exclut pas pour autant le commentaire social et politique. Et peut-être l'un des premiers aspects qu'on peut voir dans cette série, c'est l'absence totale de manichéisme. Il n'y a pas de bien et de mal, d'un camp qu'il faut qu'on soutienne et un camp qu'il faut qu'on déteste. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez... qui ne correspond pas tout à fait à la tradition du comics habituel. Est-ce que c'est véritablement quelque chose sur lequel vous avez pensé cette absence de manichéisme en commençant Saga ? J'adore Star Wars et mes enfants aussi, ils adorent. Et ils semblent toujours savoir qui est quoi. Et Star Wars, c'est un film important pour les enfants. En même temps, ce qui me gênait, c'était le fait que la première fois que mes enfants entendaient le mot de guerre et qu'ils vont comprendre la guerre à travers de Star Wars. Et c'est une guerre entre le bien ultime et le mal ultime. C'est une superbe idée, mais c'est de la fiction complètement. Et il n'y a jamais dans l'histoire de l'humanité eu une guerre qui soit aussi clairement profilée. Et je voulais pouvoir explorer les complexités de la guerre, du bien et du mal dans ses nuances. C'est vrai que l'idée d'avoir une approche plus compliquée où les héros, les bons et les méchants, vous savez, beaucoup des lecteurs aiment, parfois on aime plus les mauvais que les bons, et en tout cas, on retrouve dans chacun des personnages l'humanité du personnage, qu'il soit classé dans les bons ou dans les mauvais. Dans les 2 derniers tomes notamment, et en particulier dans le tome 4, il y a une grande réflexion sur le divertissement et sur qu'est-ce que c'est que divertir, et est-ce que derrière le divertissement, il n'y a pas une forme aussi d'abrutissement. Est-ce que c'est une question que vous avez essayé de poser à travers c'est les pièces de théâtre notamment qui sont montrées et devant lesquelles les gens les regardent à la télévision et essayent d'oublier ce qui se passe autour d'eux dans le monde? Le divertissement peut être une forme de drogue, un opium du peuple, quelque chose qui vous permet d'échapper aux problèmes du monde. Et tragiquement, avec ce qui s'est passé pour Charlie, on s'est rendu compte que les mots et les images sont aussi très puissants et que peut-être parfois plus puissants que des mots seuls ou des images de vidéos. Une photo, un texte peut changer le monde. On a vu des brochures de propagande qui ont changé le cours de certaines histoires. Et donc, qu'est-ce qu'on choisit de faire avec des mots? Qu'est-ce qu'on choisit de faire avec des images? Est-ce qu'on est là pour divertir? Est-ce qu'on est là pour avertir? Est-ce qu'on est là pour éveiller? J'ai noté cette phrase qui justement me fait penser à ce que vous dites, notamment sur la propagande. À un moment, vous dites, je crois que c'est dans le tome 3, vous dites « L'intérêt d'avoir des ennemis à l'étranger, c'est de pouvoir ignorer ceux qu'on a chez soi ». C'est une phrase assez forte qui justement montre la façon dont on construit des images, on construit des ennemis de façon à pouvoir aussi faire acte de propagande. J'aimerais avoir inventé ça, mais je crois que cette idée est aussi ancienne que les nations, les leaders du monde se sont rendus compte depuis très longtemps que s'il y avait une menace extérieure, cela permet au pays de ne pas se déchirer intérieurement, ou ça permet de le détourner des problèmes qu'il connaît au moment présent. Et il y a toujours des avantages à avoir une menace extérieure, que ce soit réelle ou imaginée. Pouvoir fédérer la haine des gens vers quelque chose d'extérieur. Est-ce que vous avez le sentiment que vous essayez aussi à travers vos livres de faire réfléchir votre lecteur? C'est là l'idée du divertissement avec le livre de Heights notamment, qui sont des livres qui a priori sont des comédies romantiques un peu sirupeuses et qui au final passent des choses, comme on dit, un peu en contrebande à travers les lignes du livre. Est-ce que c'est aussi en fait une image, une mise en abîme de ce que vous essayez de faire vous-même avec vos livres?
J'aime pas prêcher, je ne veux pas que les lecteurs pensent comme moi, par exemple. Mais je me rappelle quand j'avais 12 ans et je lisais Watchmen, et je me disais qu'il y a quelqu'un qui m'ouvrait la compréhension, que je comprenais mieux mes parents, mes professeurs à travers cette lecture. Et je me suis dit, oh là là, ça c'est une BD de super-héros, mais plus excitante que les manuels qu'on me donnait à l'école, où on me disait, lisez Animal Farm, ce qui vous apprendra quelque chose sur la façon dont le monde fonctionne, mais c'était comme la manière d'apprendre quelque chose d'un endroit où on n'aurait pas imaginé qu'il y avait quelque chose à apprendre. Donc pour moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse apprendre des choses à travers la BD, et c'est fantastique si on peut arriver plus à le faire. Oui, on n'est pas là pour marteler un message dans le cerveau des lecteurs. Au départ, on aime mieux susciter un dialogue. Est-ce que vous essayez de, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi la lecture est en péril en parlant de cette question-là? Yes. Oui, oui. Je n'ai jamais vu de distinction entre la prose et la BD. On ne peut pas dire qu'il y a des lecteurs et ceux qui ne lisent pas. Et ceux qui lisent, ils liront de la BD comme des romans ou autre chose. Et je lisais des statistiques qui faisaient apparaître que les enfants lisent moins que jamais auparavant. Et certes, c'est inquiétant pour l'avenir. Yeah, I don't know the statistics. You don't see people reading in public as much as you used to, that's for sure. On ne voit pas de gens lire en public autant que dans le passé. Confusing for a second. Oh, sorry. Okay. Donc, comme Brian le disait, ça permet de développer une empathie pour les autres, d'accepter une autre perspective à travers le personnage d'un roman, et ça vous ouvre un peu l'esprit, ça vous permet d'intégrer des choses que peut-être vous n'auriez pas vues dans la vie. N'oubliez pas que Saga soit adaptée ni à la télévision ni au cinéma. Pourquoi est-ce que vous refusez cette adaptation? En fait, non, je suis pas totalement opposé, je ne pense pas. Je crois que si on faisait une proposition, on accepterait, on n'est pas des mercenaires, mais ça n'empêche pas d'accepter des propositions intéressantes. J'ai vu que beaucoup de gens écrivaient des BD pour que ça devienne un film ou une série TV, et que c'était comme une instrumentalisation de la BD finalement. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à Hollywood pendant un certain temps, et il m'a semblé que je me heurtais toujours au même problème que il y a des choses qu'on peut pas faire parce que ça va coûter trop cher. Dans les films, on peut pas faire des choses trop compliquées, il faut que ce soit acceptable. Alors à la télévision, on me disait, ah bon, là, on a la possibilité de dire de raconter des histoires plus compliquées pour les adultes, où on va pas avoir beaucoup d'argent derrière ça. Et moi, je voulais pouvoir montrer que les BD, ce n'est pas simplement une catégorie inférieure par rapport à la télévision. C'est au contraire de loin supérieur, car on peut faire des choses avec la BD, avec ce support, ce médium qu'on ne peut pas faire avec d'autres. Mais c'est pas pour ça que je vais refuser systématiquement toute adaptation à la télé ou au cinéma. Mais je pense pas que ce soit possible de le faire aujourd'hui. Mais si on peut nous prouver le contraire, eh bien, on est prêt à l'envisager. En tout cas, pour Saga, moi, ça me satisfait que ça reste une BD à long terme. La série Lost, vous avez travaillé sur 3 saisons, il me semble, de Lost. Qu'est-ce que cette expérience, justement, de la série télé vous a appris? Est-ce que ça a eu une influence, après, sur votre travail de scénariste de bande dessinée? Ça m'a appris que je n'étais pas très bon pour les séries télévisées. C'était la première fois que je travaillais pour la télévision. C'est une leçon de modestie, et pour la télévision américaine, un gros programme, et j'ai appris beaucoup
Et je pense que ça m'a permis de m'améliorer en travaillant là-bas. Mais j'ai aussi... ce qui me manquait, c'est la liberté du monde de la BD. Parce que dans la BD, je peux me faire des plans pour l'avenir, à plusieurs années. Et pour Lost, à la télévision, il fallait prévoir... vous pouvez pas faire vraiment des projections comme ça. Parce que telle actrice, par exemple, tout d'un seul coup va tomber enceinte et ça va vous obliger à changer le scénario. Où il y a un ouragan qui aura changé quelque chose, des personnes sont mortes, ou je sais pas. Donc c'est difficile de contrôler tout. Et moi j'aime bien avoir plus de maîtrise sur mes fictions. Et pour moi c'était un honneur de pouvoir travailler sur Lost. Mais ça m'a donné l'envie encore plus de retourner vers la BD. Je pense qu'il y avait un parallèle qui pouvait être fait entre la série télé et la bande dessinée, qui sont deux genres qui ont très longtemps été considérés comme des genres absolument mineurs, artistiquement parlant, et qui aujourd'hui sont devenus des arts majeurs, qui dans lesquels les grands artistes qui autrefois pouvaient travailler sur ces genres-là, mais n'étaient jamais respectés pour cela, aujourd'hui le sont. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti également? C'est vrai, mais je pense qu'on a trop de respectabilité pour la BD. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de joie à pouvoir travailler dans d'être des exclus de la société et puis d'être sous terre. Et puis alors que maintenant, on est presque trop exposé, on se retrouve dans les chroniques du New York Times, trop de respectabilité peut-être. Et bon, on arrive à faire, c'est vrai qu'il y a de plus de BD pour les adultes en même temps, et ça fait passer beaucoup de choses. Peut-être, il y a aussi plus de gore ou je sais pas quoi d'autre. Et peut-être que la démographie de la BD est telle que maintenant ça permet de faire plus de choses et on a plus de légitimité. Vous avez aussi plus de lecteurs sérieux et Mix, vous avez tous les deux l'opportunité d'explorer des territoires que vous n'auriez pas pu explorer si vous étiez de Golden Age, si vous étiez Jack Kirby ou Stan Lee. Yeah, that's right. Vous pourrez raconter des histoires qui sont des gens autres que le lectorat des jeunes adolescents. Kirby et Stan Lee aujourd'hui sont lus par des gens autres que des garçons de 13 ans. Je pense qu'il y en a peut-être même quelques-uns dans la salle aujourd'hui. Yeah. Bon, d'accord, moi c'est très bien. Mais en tout cas, plus de diversité ne peut pas nuire. On voit bien que c'est une série, c'est un comics qui s'adresse aux hommes, qui s'adresse aux femmes, qui peuvent aussi, c'est une série qui peut aussi s'adresser, pour ceux qui l'ont peut-être pas encore eu entre les mains, c'est une série qui peut s'adresser à ceux qui ne sont pas des lecteurs habituels de comics, qui nous disent non, les comics c'est pas pour moi parce que pour eux les comics c'est Batman, Daredevil et quelques autres. Est-ce que c'était votre intention dès le départ, justement, de créer une série qui, on va dire, casse les frontières, ou est-ce que ça s'est imposé au fur et à mesure en voyant votre lectorat, en vous disant ah tiens, on a réussi quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu? Je pense pas que Saga soit une réaction à toutes les autres sortes de bandes dessinées, mais on a essayé de faire quelque chose de plus acceptable par les lecteurs, plus accessible peut-être. En fait, si vous n'avez pas grandi avec les bandes dessinées, on a tendance à tenir pour acquis que lorsqu'on montre des BD à des nouveaux lecteurs, ils sont ils savent pas comment lire, ils savent pas dans quel sens lire les planches. Ça n'est pas très naturel pour eux. Donc on essaye. Je travaillais sur une BD et on essayait de faire un truc que les gens puissent lire même s'ils n'avaient pas été habitués à lire de la BD avant. Comme c'est par exemple, si vous avez lu simplement des histoires pour enfants, vous seriez capable de lire facilement ce genre de BD. La mise en page est pas compliquée.
C'est très simple. Les parties compliquées, c'est plutôt au niveau des idées et des personnages. Mais les histoires elles-mêmes seraient très accessibles pour tout le monde. C'est aussi l'idée d'utiliser un autre type de coloriage. Je ne sais pas s'il y a une traduction française d'utiliser que des lettres majuscules. Est-ce qu'on fait... mais je me suis rendu compte que quand je rencontre des jeunes lecteurs, lorsqu'ils se font des textes, il y a quelque chose un peu plus d'insistant quand vous utilisez les lettres capitales. Maintenant, on essaie de mélanger les minuscules, majuscules. Là, vous parlez de la série devant un public ici à Angoulême, un public français. C'est une série qui marche dans plusieurs pays du monde. Est-ce que cette internationalisation du public a un effet pour vous aussi? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez en vous disant oui, si notre public n'est pas que américain, il faut qu'on évite des clins d'œil trop nationaux, ou est-ce que c'est pas quelque chose, c'est une question que ne vous posez pas? Quand j'ai écrit la première, le premier livre, en fait, je parlais du robot nu qui sort du lit après avoir s'être accouplé avec sa femme. On voit son pénis de robot. La dernière chose, c'était qu'un jour à l'avenir, j'allais être sur scène à Angoulême en France pour parler du livre. Non, je pensais jamais qu'il y aurait un public en dehors des États-Unis. C'est le pouvoir, la puissance des paraboles et de l'histoire. Si je parlais d'un soldat américain qui tombe amoureux d'une prisonnière à Guantanamo, en fait, il y a plein de gens qui disent « ça m'intéresse pas, ça a l'air nul ». Mais je pense que parce que c'est un type avec des cornes et une femme qui a des ailes, là, c'est n'importe qui partout qui peut lire ça. Avec quelque chose de bizarre dans l'espace, les gens, ils peuvent relier des choses, quel que soit le pays. Le prochain tome, on va dire le 25e tome pour les États-Unis, sort la semaine prochaine aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Est-ce que, sans spoiler l'histoire, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des indices sur le prochain arc narratif qui va avoir lieu? Il y a de nouveaux amitiés, l'histoire, c'est toujours des couples étranges. Alana et Marco, c'est le premier couple bizarre, mais maintenant d'autres personnes qui étaient des côtés opposés qui se retrouvent. Certains méchants et certains héros travaillent ensemble. Et on apprend des choses sur l'histoire de la guerre, et puis on va voir pourquoi les gens se battent sur la planète Landfall, là où il y a les gens avec des ailes, et où avant il y avait la conscription, et maintenant c'est des volontaires. Qui sont les volontaires? Souvent c'est les plus pauvres de la société, donc en fait ça va être quelque chose de familier qui sont dans le monde réel. Là, l'histoire de ces planètes, on va apprendre des choses. Développer d'autres projets à côté de Saga? Un peu grâce à notre planning. On peut faire quelques autres projets. Je vais travailler sur le relancement de Archie. Ça existe depuis 75 ans, depuis les années 40. Ils ont décidé de rebooter ça, de lancer avec un nouveau numéro 1. Je vais faire donc ça avec Mark Waid. C'est très différent. Moi, j'ai 2 nouvelles séries qui sortent d'images. Un thriller de guerre, We Stand on Guard. C'est les États-Unis qui envahissent le Canada.
et Paper Girls de 4 filles qui livrent les journaux, 4 filles de 12 ans, qui sera publié par Urban, j'espère bientôt. How long do you think you're going to be... Une limite. Ça fait 3 ans, est-ce que ça sera 5 ans, 8 ans, 10 ans, ou est-ce que ça prendra le temps qu'il faudra? Au début, j'ai su que ça allait être un nombre d'années indéfini. Je n'ai pas un chiffre en tête. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Moi, je suis très compétitif avec Robert Kirkman de Walking Dead. Donc, j'ai dit, ça va être encore une édition de plus que Walking Dead. Donc, quand lui terminera, moi, je terminerai. Et maintenant, il sort des éditions multiples. Donc, on a du boulot, là. On a du pain sur la planche. Donc là, quand on commençait à parler de la série, ma fille est née, et donc ma fille de fiction est née en même temps. Donc j'espère que je vais suivre leurs histoires pendant très longtemps. Le public, vous pourrez vous aussi poser des questions à Fiona et Brian, donc vous pouvez commencer à réfléchir, il y aura un micro qui circulera. Mais une dernière question de ma part, est-ce que vous aussi est-ce que vous avez le temps de développer d'autres projets, mais est-ce que vous avez aussi le temps de lire d'autres auteurs qui vous admirez aujourd'hui? Qui admirez-vous dans le monde de la bande dessinée? Bon, je veux pas faire de la pub pour Image, mais bon, il y a quelque chose qu'on trouve dans Comixology, mais James Aaron Rumble vient de sortir. C'est un de mes artistes préférés. Et j'aime bien The Wicked and the Divine. Et je suis les écrivains. Alan Moore, pour moi, c'est le grand maître. Et il sera toujours. Garth Ennis, incroyable. Preacher et Crost. Et l'opposé, Julia Wurtz. Quelqu'un la connaît, donc c'est bien. Elle est super, non? Il y a un livre, Drinking at the Movies, boire au cinéma. J'ai adoré, donc voilà. Je suis content de voir qu'il y a quelqu'un d'autre. Julia Wurtz, si vous ne la connaissez pas. Est-ce que vous avez parfois l'occasion de lire de la BD franco-belge? They're kind of hard to find where I live. Là où j'habite, c'est un peu compliqué. Mais quand j'étais petite, je lisais beaucoup de Tintin, beaucoup de Tintin. Beautiful Darkness, Belle Noirceur, non? C'est extraordinaire. Je sais pas qui l'a fait, mais je pense que c'était des Français, mais bon. Mais c'est incroyable, mais non, je suis un sale Amerloc, et je connais très mal le non-anglophone. Mais si vous avez des choses à recommander, j'aimerais bien repartir chez moi avec un sac de choses. Claire Wanling, elle vient d'ici. Elle vient d'Angoulême. Je l'adore comme artiste. Merci beaucoup à vous tous d'avoir pu assister à cette rencontre. Merci surtout à nos deux artistes, Brian K. Vaughan et Fiona Staples, d'avoir pu répondre à toutes nos questions. Merci infiniment Brian, merci Fiona. Vous pouvez les retrouver. Je crois que vous serez sur le stand de Urban Comics pour dédicacer à partir de 18h ou 18h30, il me semble, en fin de journée. Voilà, Saga, 4 volumes chez Urban Comics. Allez-y, vraiment, on vous le recommande tous avec grand plaisir. Merci encore et très bonne fin de journée et bonne fin de festival à vous tous. Thank you to our translator as well.